Alors, bonjour, aujourd'hui on va continuer sur le même thème qui a été abordé lors de la dernière vidéo et qui concerne le traitement des données pressiométriques. Et j'ai choisi aujourd'hui d'entamer le thème de la justification des fondations superficielles en premier lieu, et ceci aux états limites. Et donc on va voir ensemble comment on calcule la capacité portante d'un sol moyennant les résultats de l'essai pressiométrique, et ceci selon le fascicule 62, titre 5. Alors, comme je l'ai signalé dans la dernière vidéo, l'essai pressiométrique il est composé d'un CPV et d'une sonde pressiométrique qui sont reliés par des tubulures, et ça nous permet de mesurer les pressions limites que, que va supporter le sol moyennant des corrections des courbes pressiométriques, et aussi le module pressiométrique qui sont, euh, qui sont tracés en fonction de la profondeur, tout en ayant en compte la lithologie du terrain, le niveau de la nappe et les épaisseurs et les caractéristiques de chaque couche des couches qui sont traversées. Alors ça, ce sont les résultats de l'essai pressiométrique. On peut dire que ça, ce sont des données intrinsèques au sol qu'on va utiliser maintenant euh, pour justifier une fondation superficielle, que ce soit une semelle filante pour laquelle la largeur elle est négligeable devant la longueur, ou bien une semelle qui est isolée avec une largeur et une longueur qui sont du même ordre de grandeur. Donc l'objectif maintenant, c'est de voir est-ce que le sol pourra supporter la charge qui lui sera transmise par une fondation d'un ouvrage ou d'un bâtiment, laquelle soumise à une charge qui lui est transmise par la structure qui est en train d'être construite. Alors le principe du calcul de la capacité portante, il, euh, euh, il, le fascicule 62 titre 5, il préconise de commencer par la détermination ou bien l'estimation de la contrainte à la rupture sous la base de la fondation. Donc c'est la contrainte maximale que pourrait supporter le sol avant sa rupture. Alors, cette contrainte, elle est notée Q'U et elle est calculée par l'équation suivante. Q'U égale à Q'0 plus Kp fois PLE étoile. Alors Q'0, c'est la contrainte verticale effective. C'est pourquoi on met le prime. Donc cette contrainte totale verticale effective, donc contrainte verticale effective, elle est calculée pour une profondeur donnée qui va être dans notre cas euh, la partie, euh, la partie supérieure du sol juste au-dessous de la semelle. Donc au niveau de ce point, on aura des contraintes verticales dues, dues dues au sol, et une contrainte verticale due à la présence de la nappe. Dans notre cas, par exemple, nous avons une tranche de sol comprise entre Zn et Zs. Donc nous allons prendre le poids volumique de cette tranche de sol, on va le multiplier par cette hauteur pour trouver la contrainte verticale totale. Et ensuite, on va retrancher la contrainte, la pression interstitielle qui est due à cette hauteur d'eau, ZW moins ZS, fois le poids volumique de l'eau. Donc cette contrainte verticale effective n'est autre que la différence contrainte totale moins la pression interstitielle. Et j'ai tiré ce petit schéma du fascicule 62 parce qu'il explique les deux cas en site terrestre et en site aquatique. Il suffit de prendre le même principe. Ensuite, le deuxième facteur dans l'équation de calcul de la contrainte de rupture, c'est le coefficient Kp. C'est un facteur de portance des sols et il dépend de la nature de la formation sur laquelle on va mettre la fondation, de la profondeur d'encastrement relative dE sur B, avec B c'est la largeur de la semelle, dE c'est la hauteur d'encastrement, on va voir comment on la calcule, et aussi du rapport de la largeur B et de la longueur L de la fondation. Donc nous avons ici un premier tableau qui permet de déterminer l'expression ou bien l'équation, la formule de calcul de Kp, et ceci pour différents types de sols. Donc on le comprend, pour pouvoir choisir parmi ces équations, on doit déjà déterminer quel est notre sol sur lequel on va poser notre semelle.
Alors les sols dans la classification du fascicule 62 se composent d'argile ou de limon, des sables et des graves, les craies et les marneaux calcaires. Alors, pour les argiles et les limons, on va avoir trois types, A, B, C. Les argiles et les limons qui sont mous, ceux qui sont fermes et ceux qui sont fermes à dur. Pour caractériser cet état de consolidation, on a besoin de connaître la pression limite de la couche sur laquelle on est en train de poser notre semelle. Si la pression limite du sol sur lequel on va poser la semelle, il a une pression limite inférieure à 0,7 mégapascal, et là il faut faire attention à l'unité, et que c'est une argile, on va dire que c'est une argile de type A. Si cette pression limite est entre 1,2 et 2, on va dire que c'est une argile au limon de type B. Si c'est supérieur à 2,5 mégapascal, c'est une argile ou bien un limon de type C. Et en adoptant le même raisonnement, on pourra classifier les autres types de sols moyennant la connaissance de la pression limite du sol, justement, qui est, je le répète, au-dessous de la semelle. Donc si on a choisi de poser la semelle à une profondeur de moins 2 ou bien moins 3 mètres, il suffit de regarder sur la lithologie de votre terrain et de voir quelle est la couche sur laquelle vous allez poser votre semelle. Le troisième paramètre qui intervient dans le calcul de la contrainte de rupture, c'est la pression limite nette corrigée équivalente. On a vu que la pression limite nette corrigée, c'est la pression limite qui est tirée à partir de la courbe pressiométrique et elle est calculée à partir de la pression limite qui correspond au volume limite égal au volume de la sonde plus 2 fois V1. Et la pression limite nette corrigée, c'était la pression limite à laquelle on retranche la contrainte horizontale sigma hs. Maintenant, la pression limite nette corrigée équivalente, c'est on va dire une moyenne des pressions limites sous la fondation. Et le fascicule 62, pour les fondations superficielles, il décompose le calcul de PLE étoile en deux parties, en fonction du terrain sur lequel on va poser la semelle. Donc là, nous avons une semelle, et ça, c'est le sol sur lequel on va la poser. Donc le terrain, il pourrait être homogène. Dans ce cas-là, les pressions limites sont proches. Et il pourrait être hétérogène dans le cas où les pressions limites sont très dispersées et elles ne suivent pas une certaine moyenne. Donc si le sol il est homogène, le fascicule 62 il préconise d'établir un profil linéaire. On va tracer une droite linéaire entre D, qui est la profondeur de la semelle, et D plus 1,5B. Donc sur cette tranche de sol, on va tracer une droite linéaire qui va être à peu près la moyenne des différentes valeurs de P l'étoile qu'on est en train de rencontrer. Donc la tranche de sol, elle a une profondeur de 1,5B, avec B la largeur de la semelle. Donc pour un calcul manuel, il suffit de mettre le profil des pressions limites devant notre semelle et de tracer et de regarder la tranche de sol, d'épaisseur 1,5B sous la semelle, sous la profondeur D. Les points qu'on va trouver à l'intérieur de cette tranche, on va leur établir un profil linéaire. Ensuite, on va descendre sous la semelle d'une profondeur égale 2B sur 3. Donc, le B, c'est la largeur B de la semelle. On va prendre 2 tiers de cette largeur et on va projeter sur le profil linéaire qu'on vient de tracer. Et là, nous allons obtenir P l'étoile. Donc P l'étoile, c'est le P l'étoile correspondant à la profondeur ZE qui est D plus 2 tiers de B. D plus 2 tiers de B. Donc ça, c'est concernant les terrains qui sont homogènes sous fondation superficielle. Maintenant, si le terrain il est hétérogène, on va calculer les moyennes géométriques des pressions limites nettes, et ceci toujours sur la tranche de sol entre la profondeur D et la profondeur D plus 1,5B. Et là, on applique cette formule, log de P étoile, avec log c'est le log décimal, est égal à 1 sur 1,5B, B est la largeur de la semelle, puis la somme entre grand D et D plus 1,5B, des logs de P l'étoile de Z dz. Et c'est pas très difficile à appliquer.
Il suffit de regarder les différentes pressions limites que vous avez sur cette tranche. À chaque fois, vous allez diviser en sous-tranches qui vont être de l'ordre de 1 mètre, puisque l'essai il est fait tous les 1 mètre. Et donc ici, on va prendre log de P l'étoile de cette profondeur. Donc on va prendre le log de ce P l'étoile et on va le multiplier par l'épaisseur de cette tranche, plus log de P l'étoile de cette deuxième valeur fois l'épaisseur qui va être ici 1 mètre, plus log de P l'étoile de la troisième valeur fois 1 mètre, et ainsi de suite. Donc en faisant toutes les sommes, nous obtenons cette somme entre D et D plus 1,5 B log de P l'étoile de Z dZ. C'est somme des log de P l'étoile de Z fois les épaisseurs. Tout ça en le divisant par 1,5 B, on va obtenir log de P l'étoile, et donc en l'exposant à 10, on va retrouver le P l'étoile puisque ça c'est log décimal, je viens de le dire. Maintenant un dernier paramètre qui est la hauteur d'encastrement équivalente. Donc je disais qu'on avait à calculer la contrainte de rupture Q'(U) égale Q'0 plus Kp fois P l'étoile. Alors Q'0 c'est calculé en fonction de position du point et en fonction des densités des sols et le niveau de la nappe. P l'étoile, on vient de le voir, c'est calculé à partir des pressions limites et la largeur de la semelle. Kp, on a dit qu'il faut le calculer avec ces équations en fonction du type de sol. Dans l'équation de Kp, il y a le B sur L. Donc B c'est la largeur et L c'est la longueur. Par contre le DE on ne l'a pas encore vu. Donc DE c'est la hauteur d'encastrement équivalente, elle est calculée par cette formule. DE égale à 1 sur P l'étoile qu'on vient de calculer fois la somme entre petit d et grand D. Entre petit d et grand D de P l'étoile de Z dZ. Donc cette hauteur d'encastrement équivalente, elle va prendre en compte le fait que le sol au-dessus de la semelle il est généralement de caractéristiques moindres par rapport au sol au-dessous. Donc, comme on l'a fait avec le calcul de P l'étoile, on va prendre les différentes pressions limites qui ont été mesurées avec l'essai pressiométrique, et à chaque fois, on va prendre P l'étoile fois l'épaisseur correspondante, plus P l'étoile fois l'épaisseur correspondante, qui sont généralement des mètres. Et ensuite, on va faire la somme. Alors, pourquoi on dit de petit d? Généralement, petit d est égal à 0, sauf si on désire éliminer une tranche de sol. Et cette tranche de sol, ça va être petit d ici. Par exemple, on va éliminer 30 cm du sol. On va faire la somme entre 30 et la profondeur de la semelle. Et avec cette équation, on va aboutir à DE qui est généralement inférieur à grand D. DE, ça doit être inférieur à grand D. Une fois nous avons calculé cette contrainte de rupture Q'(U) avec les trois paramètres que je viens de citer, on va l'utiliser moyennant des facteurs de sécurité pour déterminer la capacité portante ou bien la capacité que je vais tolérer à mon sol, c'est-à-dire la contrainte que je vais accepter pour mon sol pour être en sécurité. Alors là, le fascicule 62 titre 5, il note la contrainte qui est transmise au sol par la fondation comme étant Q'ref. Et ce Q'ref, il doit être inférieur à la contrainte, elle doit être inférieure à toute cette entité égale à 1 sur gamma Q fois Q'U moins Q'0 fois I delta bêta plus Q'0. Alors Q'U c'est la contrainte de rupture qu'on vient de voir. Q'0 c'est la contrainte verticale effective qui apparaît ici et ici, et il nous reste donc à voir qu'est-ce que c'est que ce I delta bêta et ce gamma Q. Alors avant de voir ces deux paramètres, le Q'ref, c'est par définition la charge supportée, elle est exprimée en tonnes ou bien en kilonewtons, elle est la charge transmise par la structure à la fondation et donc au sol, qu'on va diviser par A', avec A', c'est la surface de la semelle. J'ai mis A' parce qu'il se pourrait qu'elle soit réduite au cas où la charge qui lui est transmise n'est pas centrée. Donc là j'ai B et là j'ai L. Donc la largeur c'est B, la longueur c'est grand L. Imaginons maintenant que la charge n'est pas transmise au centre de la semelle et qu'elle soit excentrée. Je vais noter l'excentrement selon la largeur EB et l'excentrement selon la longueur EL. Et donc la surface effective de la semelle, ça va être A',
égale à B' fois L'. Avec B', c'est B moins 2 fois EB, donc je dois le mesurer sur plan. Et L', c'est grand L moins 2EL, l'excentricité selon EL. Et pourquoi on met une charge qui est excentrée? Parce que parfois on est contraint de déplacer un poteau, ou bien de déplacer un poteau par exemple pas parce qu'il y a des places de parking à respecter, ou bien si la semelle elle juxtapose un bâtiment juste à côté et qu'on doit placer la semelle un peu plus éloignée de ce bâtiment, il se pourrait dans certaines positions de chantier qu'on se retrouve avec des charges qui sont transmises à la fondation d'une manière excentrée, selon la largeur, selon la longueur, ou bien les deux. Et donc, vous avez compris, si la charge elle est centrée par rapport à la semelle, A' va être égal à A, parce qu'il n'y a pas d'excentrement. Ça, c'est concernant le Q'F. Donc, on doit le calculer manuellement en fonction de la charge qui est transmise à la semelle aux états limites, ultime ou bien service, et on doit la diviser par la surface effective de notre semelle. Ensuite, on revient à ces deux paramètres, gamma Q et delta bêta. Gamma Q, c'est un paramètre ou bien un facteur de sécurité qui vaut 3 à l'état limite de service et il vaut 2 à l'état limite ultime. Donc, si la charge qui est transmise à la semelle, elle est donnée à l'ELU, on va calculer Q'F à l'ELU et ce Q'F, il doit être inférieur à toute cette entité en prenant gamma Q égale à 2. Par contre, si la charge supportée est donnée à l'ELS, on va faire le même raisonnement. On va calculer Q'F à l'ELS et ça doit être inférieur à cette entité en prenant gamma Q égale à 3. Maintenant, pour le I delta bêta, c'est un coefficient minorateur. Il tient en compte le fait que la charge qui est transmise à la semelle, il se pourrait qu'elle soit inclinée, qu'elle ne soit pas verticale. Et aussi de la géométrie du sol de fondation. Il se pourrait que le sol de fondation présente un certain talus. Et donc dans ces cas, on va avoir beaucoup de combinaisons et ces combinaisons-là sont détaillées selon les formules suivantes pour le calcul de U delta bêta. Prenons par exemple un terrain qui est horizontal. Donc là, nous avons un schéma. Nous avons ici une semelle de largeur B. Maintenant, si le sol il est horizontal, on n'a pas d'angle de talus bêta. Dans ce cas-là, bêta égale à 0. Et delta, c'est l'inclinaison de la charge par rapport à la verticale. Prenons par exemple le sol horizontal avec une charge qui est centrée mais inclinée d'un angle delta. Donc on oublie pour le moment le bêta et le petit d. Le sol il est étendu, il est horizontal. Nous avons juste une charge qui est appliquée avec une certaine inclinaison delta et une semelle de largeur B. Alors ici on doit faire la différence pour le sol qui supporte la semelle. Si c'est un sol cohérent, c'est-à-dire une limon ou bien une argile, alors I delta bêta va être égal à I delta, parce que bêta égale à 0. Et ce I delta, il est calculé par la fonction phi1 de delta. La fonction phi1 de delta, c'est 1 moins delta sur 90 le tout au carré. Avec delta, elle est exprimée en degrés. Ça, c'est pour les sols cohérents. Si par contre le sol il est flottant, c'est-à-dire un sable ou une grave, le I delta, toujours I delta bêta va être égal à I delta parce que le terrain est horizontal et que bêta égale à 0, il va avoir la forme phi2 de delta. Avec phi2 de delta, c'est une nouvelle fonction égale à 1 moins delta sur 90 au carré fois 1 moins exponentielle moins dE sur B, avec dE c'est la hauteur d'encastrement équivalente et B c'est la largeur de la semelle, plus le maximum entre 1 moins delta sur 45 et 0 au carré. Ce maximum, il sera multiplié à son tour par l'exponentielle moins dE sur B. Donc, connaissant le delta qui est arc tangente de la force horizontale sur la force verticale, connaissant delta, connaissant dE, connaissant grand B, on pourra calculer I delta dans le cas de sol horizontal avec une charge centrée inclinée sur un sol flottant. Maintenant, si on prend en compte l'inclinaison du terrain et que la semelle elle repose sur un sol et un talus avec l'horizontale égale à bêta. Prenons maintenant la charge, elle est verticale et centrée. Si la charge elle est verticale et centrée, c'est que delta égale à 0. Maintenant, on va prendre l'encastrement de la semelle. Si la semelle est encastrée sous le sol avec une hauteur d'encastrement nulle, elle n'est pas encastrée avec une hauteur d'encastrement nulle,
Alors le I delta bêta, ça va prendre I bêta parce que la charge elle est verticale, donc delta égale à 0. I bêta égale à psi de bêta d sur B. Donc psi c'est une troisième fonction qui a deux variables. Avec bêta c'est l'angle, d sur B c'est la distance entre la semelle et le talus divisé par la largeur de la semelle est égal à 1 moins 0,9 tangente bêta fois 2 moins tangente bêta fois le maximum entre 1 moins d sur 8b et 0 au carré. Donc c'est une troisième équation à calculer pour déterminer I bêta. Par contre, si l'encastrement n'est pas nul, on dit que l'encastrement il est quelconque. Et dans ce cas-là, I bêta, parce qu'on est toujours dans le cas d'une charge qui est verticale centrée, I bêta égale à phi 2 de bêta prime. Donc c'est à appliquer la même équation phi 2 qui est ici, mais au lieu de delta, on va appliquer bêta prime. Et là, on doit calculer cet angle bêta prime égal à 45 fois 1 moins racine de psi de bêta d sur B. Donc si on résume, pour un sol entre crête de talus avec une charge verticale centrée et un encastrement quelconque, on doit calculer I bêta connaissant bêta prime. Donc bêta prime, on va la calculer avec cette équation, avec psi de bêta d sur B, c'est celle-là. Et on prend bêta prime et on l'injecte dans l'équation de phi 2 qui est donnée ici. Et en fonction de ça, on va trouver I bêta. Le dernier cas, c'est le plus compliqué parce qu'on va combiner la présence d'un talus pour le sol et une charge qui est centrée mais inclinée. Remarquez que l'excentrement n'est pas pris ici, il est pris uniquement au niveau de Q'. Donc si la semelle elle est posée sur un sol avec un talus d'angle bêta et une charge qui est centrée mais inclinée, là on va faire la distinction entre une charge qui est appliquée sur la semelle avec inclinaison vers l'extérieur du talus et une charge qui est appliquée à la semelle avec une direction dirigée vers l'intérieur du talus. Donc delta, je l'ai dit, c'est égal à arc tangent de la force horizontale sur la force verticale en degrés. Et pour le calculer, bien sûr, on doit récupérer la force horizontale et verticale qui seront transmises par la structure sur la fondation de l'ingénieur structure. Donc si l'inclinaison elle est dirigée vers l'extérieur du talus, ce cas-là, le facteur I delta bêta va être phi 2 de delta plus bêta prime. Avec phi 2, la fonction phi 2, on l'a déjà vu, c'est cette fonction. Mais on va l'appliquer à delta plus bêta prime. Avec bêta prime, c'est 45 fois 1 moins racine de psi bêta d sur B. Donc on doit calculer ce paramètre. On détermine bêta prime, on le somme avec delta et on l'applique à phi 2 pour trouver I delta bêta. Par contre, si la force elle est dirigée vers l'intérieur du talus, I delta bêta va être le minimum entre I delta. Donc ça dépend du sol, s'il est cohérent ou bien frottant. On va prendre le I delta correspondant. Et on prend phi 2 de la valeur absolue de bêta prime moins delta. Donc on calcule bêta prime. La valeur absolue de bêta prime moins delta, on va l'injecter dans phi 2. Ensuite, on va comparer phi 2 de bêta prime moins delta en valeur absolue avec I delta. Et on va prendre le minimum comme étant I delta bêta. Donc bien sûr, ces équations sont assez compliquées à comprendre pour la première fois. Mais si vous vous concentrez là-dessus et vous essayez de faire quelques petits exercices avec ces calculs, il est vrai que dans certains cas, ça va être un peu fastidieux, mais vous pouvez vous en sortir pour calculer ce coefficient minérateur I delta bêta qu'on va injecter dans cette inéquation. Et finalement, on peut trouver la capacité portante qui est 1 sur gamma Q fois Q', la contrainte de rupture qu'on a calculée, moins Q'0 qui est la contrainte verticale effective, fois I delta bêta, plus Q'0. Donc c'est l'équation qui est donnée par le fascicule 62 titre 5. Toute cette entité doit être bien sûr supérieure à la contrainte de référence Q', qui est la charge supportée sur A'. Donc si je résume, l'excentrement il est pris dans le calcul de Q', l'inclinaison de la charge et l'inclinaison du talus sont donnés dans I delta bêta. Donc ce sont des coefficients minorateurs qui vont dans le sens de la sécurité. Et gamma Q, c'est le facteur de sécurité qui dépend de l'état limite qu'on est en train d'adopter dans nos calculs.
Passons à une application de tout ça, mais avant ça, j'aimerais bien faire un rappel des unités. Il faut savoir que 1 mégapascal est égal à 10 bars, et 10 bars égale à 100 tonnes par mètre carré. 1 mégapascal, c'est aussi 1 kilo, 10 puissance 3 kilopascal, 1000 kilopascal, et 1 bar, c'est 10 puissance 2 kilopascal. Donc on peut le déduire à partir des deux premières. Avec 1 kilopascal, c'est 10 puissance 3, donc 1 bar, c'est 10 puissance 5 kilopascal. Et 1 bar, on peut aussi l'exprimer en tonnes par mètre carré, c'est 10 tonnes par mètre carré. Ensuite, on peut aussi l'exprimer en kilogrammes par centimètre carré. 1 bar, c'est 1 kg par centimètre carré. Et puis le kilogramme, c'est 10 newtons. Donc 1 kg par centimètre carré égale 10 newtons par centimètre carré, ou bien 1 décanewton. Avec 1 déca, c'est 10. 1 décanewton par centimètre carré. Il est très important de connaître ces unités pour pouvoir résoudre vos problèmes, faute de quoi vous pouvez vous tromper d'un facteur de 10 dans l'estimation de la capacité portante. Et si ça se trouve, c'est vraiment un problème de dimensionnement il faut pas tomber dans de tels pièges. Donc après ce rappel d'unité, on va traiter ce petit exemple que j'ai tiré d'un livre. Donc je donne ici la coupe du sol à partir de 0 jusqu'à 16. Nous avons un forage qui s'est arrêté jusqu'à 16 mètres. Nous avons rencontré une première couche de limon organique qui est peu compacte. Donc il contient de la matière organique et c'est pas très compact. Ensuite, à partir de la profondeur 3 mètres et demi jusqu'à la profondeur 10,5, nous avons une argile graveleuse. Et à partir de 10,5 jusqu'à la fin du forage, nous avons un calcaire qui est fracturé. Et puis le niveau de la nappe, il est à moins 2,5. Face à cette lithologie, nous avons noté le module pressiométrique qu'on ne va pas utiliser pour le moment. Et on a aussi noté les pressions limites et les pressions de fluage. Donc là, je vais utiliser ces pressions limites qui décrivent les caractéristiques des différents sols qui sont rencontrés. Alors le problème, il s'énonce comme suit. On se propose de construire une semelle d'un ouvrage d'art de largeur B égale à 1,5 m et de longueur 4,5 m. Donc nous avons la largeur et la longueur. Il repose sur la couche d'argile à moins 3,5 m. Donc on va prendre grand D, la profondeur de la semelle, égale à 3,5 m, et ceci pour éviter le tassement prévisible de la couche de limon organique. Elle est peu compacte, elle contient des matières organiques, donc on préfère descendre vers une couche d'argile graveleuse qui est plus résistante. Donc vous remarquez que la largeur, la longueur et la profondeur de la semelle, on les choisit compte tenu de la lithologie et compte tenu des charges qui vont être transmises par le bâtiment sur le sol. Donc on va faire ces choix, ensuite on va les vérifier. Si ça marche, c'est qu'on a fait un bon dimensionnement. Si Q'(F) on ne trouve pas que c'est inférieur à la capacité portante, là on devrait changer ces paramètres de largeur, de longueur et de profondeur, ou bien l'un d'eux, et refaire le calcul. Parce que vous l'avez remarqué que les contraintes de rupture et la capacité portante, elles dépendent de la largeur de la semelle. Donc la capacité portante, ce n'est pas une donnée intrinsèque au sol. Lorsqu'on trouve une contrainte ou bien une capacité portante de 2 bars, ce n'est pas intrinsèque au sol. Il suffit de changer la largeur de la semelle ou bien sa longueur et tout le calcul sera repris et on aura une capacité portante qui est différente. Donc il ne faut pas tomber dans le piège et dire si nous avons une capacité portante de 2 bars, alors dans ce cas-là, je vais augmenter la largeur de la semelle jusqu'à aboutir à une pression qui est transmise par le bâtiment inférieure à 2 bars. Donc là, vous vous trompez. À chaque fois que vous avez à changer la largeur ou bien la longueur de la semelle, mettez-vous en tête que la capacité portante, elle va varier. Donc on doit refaire le calcul et revérifier la capacité portante qu'elle est bien supérieure à Q'(F). Dans le problème, il dit que la charge qui est transmise à la semelle, elle est de 50 tonnes à l'état limite ultime. Donc ça, c'est la force qui est appliquée au sol. Si on la divise par 1,5 fois 4,5, la superficie de notre semelle, bien sûr, on va trouver la contrainte à l'état limite ultime qui est transmise au sol. Alors ensuite, il dit que la charge elle est transmise au centre de la semelle, donc il n'y a pas d'excentrement, donc A' égale à grand A, qui repose sur un talus avec une direction vers l'intérieur du talus et une inclinaison de 10 degrés. Donc nous avons une inclinaison delta de l'application de la charge de 10 degrés et le sol il repose sur un talus donc bêta différent de 0.
La semelle est située à une distance petit d égale à 1,5 m du talus. Nous avons besoin de ce petit d. Et l'angle du talus, justement, bêta est égal à 45 degrés. Donc, delta égale à 10 degrés, bêta égale à 45 degrés, d égale à 1,5 m, la distance entre la semelle et le talus. Et la charge, elle est appliquée sur la semelle dans une direction vers l'intérieur du talus. Tout ça, ça nous permet de choisir l'équation qu'on va utiliser pour calculer le coefficient minorateur I delta bêta. Alors il y a une seule question, c'est de vérifier la portance de notre semelle sous ces conditions et avec ce profil de sol. Alors je ne vais pas faire un calcul manuel, ça je le réserve aux étudiants en classe. Je vais par contre utiliser deux fichiers Excel qui vont me permettre de faire ces calculs. Et bien sûr, ces fichiers Excel, je vais les partager tout de suite pour ceux qui seront intéressés de les utiliser. Alors, un premier fichier Excel qui va me permettre de calculer la pression limite équivalente. Donc, on revient ici pour avoir les données du problème. Donc, sur le fichier Excel, on va introduire. Alors là, il y a deux types de sols. Il y a les sols qui sont homogènes et les sols qui sont hétérogènes au sens de fascicule 62. Bien sûr, il permet aussi de dimensionner selon l'ancienne norme de TUTS 12 applicable au bâtiment, mais non pas aux Eurocode 7, pas encore. Donc on va se limiter au fascicule 62. Donc si le sol sous la semelle il est homogène, on va utiliser cette page. Sinon, si c'est hétérogène, on va utiliser cette page. Tout ça pour le choix de la formule de calcul de P et le étoile. Alors si on va poser la semelle à une profondeur de moins 3,5 mètres, on doit regarder les pressions limites qui sont dessous. Je vois qu'il y a une oscillation de 6,5, 11, 9, ensuite on revient à 6. Donc c'est assez dispersé, c'est pas vraiment très proche de la moyenne qui est de l'ordre de 8. Donc je préfère travailler avec un sol qui est hétérogène parce que il y a une certaine dispersion dans les pressions limites sous la semelle. Donc je travaille avec le sol hétérogène. Ensuite, à chaque profondeur, de 1 jusqu'à, on va dire, 16, on va introduire les 16, on va introduire les pressions limites. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ensuite, on va introduire les pressions limites. Et là, il faut faire attention. Ici, elles sont exprimées en mégapascal. Donc le fichier Excel, il demande des pressions limites en mégapascal. En revenant à mon profil des pressions limites, j'ai ici une pression limite qui est exprimée en décanewtons par centimètre carré. Donc si on revient aux unités, ça c'est le bar. Et donc c'est 10-1 mégapascal. Donc toutes ces valeurs-là, je vais les multiplier par 10-1, ou je vais diviser par 10 pour avoir des pressions limites en mégapascal. Donc c'est 0,4. Ensuite là c'est 6,5, donc c'est 0,65, 0,45. Ensuite 0,65 encore une fois, 1,1, 0,9, 0,6, 1,5, 0,95, 2, ensuite 2,5, 2,4, 2,4 qui reste constant jusqu'à la fin. Est-ce que je me suis trompé? Le 25 c'est au niveau, le 2,5 c'est au niveau 11. C'est ça. Ensuite, le reste, nous avons 5 valeurs de 2.4. 2, 3, 4. Ah, on n'a pas la valeur au niveau de 16, donc on va l'éliminer. Nous avons juste des pressions limites qui ont été mesurées jusqu'à la profondeur 15 mètres. Ensuite, le niveau du terrain, c'est 0. Donc, on ne va pas éliminer le terrain. Le niveau bas de la fondation, ça va être 3,5 mètres selon l'exercice. Donc, elle sera posée sur la couche d'argile à moins 3,5. Donc, on va mettre le niveau bas de la fondation à 3,5. Et la largeur de la fondation, c'est 1,5. Donc, je vais mettre ici 1,5. Et là, elle me donne la pression limite P le étoile égale à 0,83 mégapascal. Et je peux vérifier que c'est à peu près une moyenne des valeurs au-dessous de la semelle sur une profondeur de 1,5 B. Donc B c'est 1,5 fois 1,5 ça fait 2,25. Donc on est jusqu'à 5,75. De 3,5 jusqu'à 5,75, nous avons 9, 11, 6,5
bar, donc entre 0,65 et 1,1 mégapascal, c'est bien une moyenne à peu près de 0,83 mégapascal. Et puis la hauteur d'encastrement des E égale à 1 sur P le étoile fois la somme des P l'étoile des Z entre 0 et D, c'est 2,07 mètres. Donc là, j'ai calculé la pression limite équivalente et le DE. Ça, c'est en première partie. Ensuite, je vais passer au calcul de la contrainte de rupture avec un deuxième fichier Excel. Donc, on doit donner le type de sol. Donc, le sol sur lequel va se reposer ma semelle, c'est l'argile graveleuse. Et donc, je dois spécifier le type de ce sol. Bon, c'est une argile, ça peut être A, B ou bien C. Pour le savoir, on doit revenir ici et on regarde les valeurs des pressions limites. C'est aux alentours de 0,65, 11, 9, 0,65, 1,1, 0,9, 0,6 mégapascal. Donc je reviens au tableau de KP, celui-là, Donc si la pression limite est inférieure à 0,7, on va avoir une argile de type A. Si c'est entre 1,2 et 2, c'est B. Si c'est supérieur à 2,5, c'est C. Or nous avons du 0,9, du 0,6, du 0,8. C'est pas entre 1,2 et 2. C'est pas vraiment inférieur à 0,7, mais pour être en sécurité, je vais prendre A comme étant des argiles limons qui sont mous. Donc je sous-estime les pressions limites pour être en sécurité. Parce qu'en prenant entre 1,2 et 2, je vais avoir une capacité portante plus grande. Et donc je suis plus dans le sens de la sécurité. Donc il faut mieux choisir la lettre qui est d'avant si je suis dans une plage entre les deux valeurs. Donc je reviens au fichier Excel de calcul de la contrainte de rupture. Donc ce sont des argiles de type A. Le PLE étoile que j'ai calculé, nous avons dit c'est 0,83 à 0,83 mégapascal. Et là, il me demande en tonnes par mètre carré. Donc il suffit de multiplier par 100. 0,83 fois 100, ça fait 83 tonnes par mètre carré. Le facteur de portance Kp, on a trouvé que c'est... Ah, on l'a pas calculé. Ah, il le calcule tout seul. Donc Kp, c'est en fonction du type de sol et en fonction des E. Donc il faut donner des E ici et B et L. Donc on va revenir à Kp, le facteur de portance. On doit introduire le DE. Le DE c'est 2,07. Le gamma du sol, densité sur la hauteur d'encastrement. Le problème, il n'a pas donné de gamma du sol. On va prendre par défaut 2 tonnes par mètre cube. Alors, la largeur de la semelle, c'est 1,5. La longueur, c'est 4,5. Pourquoi on a pris gamma égale à 2 tonnes par mètre cube? Pour les sols, on peut avoir des densités qui vont de 1,6 jusqu'à 2,2 tonnes par mètre cube. Si on n'a pas les valeurs exactes, la valeur de 2 pourra être adoptée. Sinon, on doit faire une mesure de densité sur la hauteur d'encastrement. Maintenant, la largeur c'est 1,5, la longueur c'est 4,5. Le petit d, la distance entre la semelle et le talus, le problème il l'a fixé à 1,5. Le bêta est égal à 45 degrés. Le alpha. Alors, le delta, pardon, il est compté positif s'il est dirigé vers l'extérieur du talus. Donc il est négatif s'il est dirigé vers l'intérieur. Alors dans notre problème, l'inclinaison est dirigée vers l'intérieur, donc on va mettre moins 5 degrés. Voilà. Donc là, il a calculé Kp, moyennant les formules qui font intervenir le type de sol, la hauteur d'encastrement et B et L. Donc nous avons calculé Kp, P le étoile, et puis Q'0, la contrainte verticale effective, elle est de 4,14 tonnes par mètre carré, donc c'est 0,41 bar. Il l'a calculé. Ensuite, il a calculé Q', mon Q'0 égale 83 tonnes par mètre carré. Et là, il pourrait calculer les différents paramètres psi, bêta prime et phi2 pour avoir un I delta bêta égal à 0,634. Ce qui donne des portances suivantes. À l'état limite de service, Q', doit être inférieur à 22 tonnes par mètre carré.
et à l'ELU, Q'(F) doit être inférieur à 30 tonnes par mètre carré. Alors dans notre cas, on est à l'ELU, selon l'exercice. Et on a dit que ce sont 50 tonnes qui sont appliquées à l'ELU. Donc 50 tonnes qui vont être divisées par la superficie de la semelle, 1,5 fois 4,5. Ça donne 740 tonnes par mètre carré à l'ELU, qui est bien inférieur à 30 tonnes par mètre carré. Donc si on nous a donné aussi la charge qui est appliquée au sol à l'état limite de service, on aurait pu faire la même vérification et dire que la capacité portante de la semelle, elle est bien respectée aux deux états limites. Donc vous voyez que ces fichiers Excel, ils ont permis d'automatiser les calculs. Encore faut-il faire attention aux différents paramètres que vous devez introduire, surtout au niveau des unités. Et il faut savoir interpréter chaque paramètre tout seul. Et pour les étudiants qui vont suivre cette vidéo, bien sûr, je vous encourage à assister à la séance de travaux dirigés cette semaine, dans laquelle on va résoudre ce problème à la main et on va comparer avec ce que ça donne avec ces fichiers Excel. J'espère que cette vidéo vous a fait comprendre le principe de capacité portante comme il faut. Et la seule remarque avec laquelle je veux conclure, je viens de la citer tout à l'heure, c'est que cette capacité portante et cette contrainte de rupture sous la semelle, ce sont deux données qui ne sont pas intrinsèques au sol. Elles ne sont pas constantes pour un sol donné. Elles dépendent de la fondation, de sa largeur, de sa profondeur, de, 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 de la profondeur de la couche de sol sur laquelle on va mettre la fondation. Donc, il ne faut pas dire que cette contrainte, une fois dépassée dans mes calculs, par exemple, si je trouve ici, au lieu de 7,40, je trouve 32 tonnes par mètre carré, il ne faut pas se dire je vais augmenter un peu la largeur de la semelle et comme ça je vais être au-dessous de 30 tonnes par mètre carré. Non, en augmentant cette largeur, la contrainte de rupture et la capacité portante vont changer, peut-être dans un sens qui n'est pas dans la sécurité, donc on doit reprendre tous les calculs. Et on va le voir aussi au niveau d'une vidéo qui sera transmise après, dans une semaine peut-être. Pour le calcul des tassements, plus on augmente les dimensions de la semelle, plus on a la chance de solliciter des couches qui sont au sous-sol. Et si jamais nous avons une couche qui est de capacité médiocre, on pourrait la solliciter et on pourrait avoir des tassements et des capacités portantes qui sont moindres. Donc, je répète, si vous choisissez de modifier vos dimensions de la semelle, des trois dimensions, la largeur, la longueur et la profondeur, vous devez impérativement revenir à ces calculs et les reprendre et refaire les vérifications nécessaires. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.